Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette 4e vidéo de tutoriel. Lorsque vous commencez à jouer à World of Tanks et avant que la pratique ne vous transforme en vétéran expérimenté, il est parfois difficile de savoir à quel endroit aller avec son véhicule une fois la partie débutée. C'est pour vous donner les bases du déploiement dans le jeu que nous allons passer ensemble en revue les différentes classes de chars et les bons réflexes à prendre avant même que le compte à rebours ne soit terminé. Fini l'incertitude, vous saurez enfin quels environnements et portions de la carte privilégier et quelles zones éviter à tout prix. Si suivre le mouvement général et emboîter le pas de vos camarades lors de vos premières parties en bâtière est un moyen idéal de découvrir la topographie des cartes et de ne pas vous retrouver esselé, cette technique montre vite ses limites. Les joueurs débutants ont une tendance très forte à adopter la mauvaise idée du lemming train. Un lemming train, c'est quand plusieurs joueurs de votre équipe partent dans une direction et que par pur effet d'imitation, la majeure partie de votre équipe leur emboîte le pas. C'est rarement efficace et souvent le signe qu'une bonne partie de la carte va être vide de toute présence alliée, octroyant ainsi un avantage tactique et de contrôle du terrain à vos adversaires. Il peut arriver que vos alliés poussent et exploitent leur grande supériorité numérique, mais la majeure partie du temps, ils s'arrêteront et planteront leur toile de tente sans tenter de transformer leur surnombre en force capable de gagner la partie. De la même manière, si vous repérez l'équipe adverse en train de faire un beau lemming train, il faut que vous le preniez comme une invitation à pousser sur les autres flancs pour les contourner, et les attaquer à revers, ou mettre le cap vers leur drapeau pour le capturer en leur absence. En bataille aléatoire, il existe 3 différents modes de jeu. Le mode standard est celui par défaut où les deux équipes ont une base à défendre, et où la victoire s'obtient en capturant le drapeau adverse ou en éliminant la totalité de l'équipe ennemie. À côté de ce mode le plus fréquemment rencontré, et une fois que vous aurez progressé de quelques tiers dans les arbres technologiques, vous débloquerez la possibilité de vous retrouver en bataille sur les modes assaut et bataille impromptue. Dans le mode assaut, les objectifs des deux équipes sont asymétriques. L'un des camps doit défendre le drapeau de sa base en essayant de retarder au maximum l'avance de l'équipe adverse, tandis que ses adversaires doivent eux capturer la base ennemie avant la fin du timer. L'équipe attaquante est dépourvue de drapeau à défendre et ne peut donc l'emporter qu'en détruisant tous les défenseurs ou en capturant sa base. Une équipe attaquante trop passive ou attentiste est sûre de perdre, car c'est un mode de jeu qui incite au mouvement, une fois qu'un surnombre peut être exploité ou qu'une faille dans les lignes du défenseur a été créée. Dans le mode des batailles impromptues, il n'y a qu'un seul drapeau, généralement situé en plein milieu de la carte et long à capturer. Les deux équipes, pour actuellement l'emporter, doivent donc s'emparer du point de capture ou éliminer leurs adversaires. Dans les faits, le temps de capture est tellement long qu'il suffit d'un ou deux chars de chaque équipe pour assurer un statu quo au centre de la carte, tandis que le reste des combattants se battent farouchement sur la périphérie. Il est aussi à noter que la zone de capture est très peu pourvue en couvert, et un char se ruant dessus dès le début de la bataille risque de connaître un destin tragique très rapide. Il est important de temporiser et de bien choisir le moment où lancer la capture, afin de surprendre l'adversaire, ou de le forcer à retirer certains chars de la ligne de front pour aller stopper la capture, ce qui aura pour effet d'assurer une supériorité numérique locale à l'endroit où les combats sont les plus violents. En fonction de la classe de char que vous conduisez, les bons réflexes à prendre en début de partie sont très variés, mais peuvent être résumés en quelques points essentiels. Une attitude valable pour tous est de profiter du compte à rebours de début de partie pour passer en revue les effectifs alliés et adverses. Il est ainsi facile de voir si une équipe a par exemple un surplus de chars d'une certaine classe, ou au contraire un déficit flagrant. Un exemple parlant est celui où vous conduisez un char lourd, où vous êtes le seul de votre équipe à le faire, et où l'équipe adverse en est dotée en grand nombre. Si vous vous rendez sur la zone où généralement les chars lourds se rencontrent sur la carte et y combattent, il est fort possible que vous vous fassiez promptement éliminer sans avoir eu le temps d'accomplir grand chose. Néanmoins, si votre équipe a un déficit de chars lourds, il y a de fortes chances que vous ayez par exemple un surplus de chars moyens dans vos rangs. Votre rôle en tant que char lourd pourra alors être de ne pas pousser aussi loin que vous le feriez d'habitude, mais d'adopter une attitude et une position sur la carte permettant de ralentir au maximum les chars lourds adverses en bloquant et retardant leur avance. Ce faisant, vous vous assurez que les chars moyens de votre équipe, en surnombre sur une autre zone de la carte, puissent prendre l'avantage et l'exploiter. Vous ne vous sacrifiez pas ainsi pour rien, mais prodiguez à votre équipe le surplus de temps nécessaire pour acquérir l'ascendant sur les adversaires, ce qui se traduira sans doute au bout du compte par une victoire à la fin de bataille. Il faut aussi prendre en compte le rang des véhicules adverses. Si votre équipe possède un désavantage en nombre de chars moyens, mais que ceux de votre camp sont de bien plus haut tiers que ceux de vos adversaires, il est fort probable que malgré ce déficit numérique, ils arrivent à tenir leur position. De la même manière, une équipe ennemie pourvue en large nombre de chasseurs de chars a de fortes chances de se montrer particulièrement attentiste et de recourir aux tentes de campeurs et aux feux de camp en fond de carte.
Il conviendra alors d'avancer prudemment en repérant leur position pour vos alliés, tout en bénéficiant d'une plus grande mobilité sur la carte du fait des emplacements sans doute reculés assumés par l'équipe adverse. Un simple coup d'œil à la composition des équipes pendant le compte à rebours contribue ainsi à orienter votre stratégie à venir et celle de votre équipe tout en vous permettant de ne pas trop trépigner d'impatience. C'est aussi le moment idéal pour planifier votre déploiement, à quel endroit vous souhaitez vous rendre sur la carte et par quel chemin, et cela afin d'avoir l'efficacité maximale. N'essayez pas de planifier à trop long terme, il y a de fortes chances que, dès le premier contact avec l'ennemi et dès les premières positions adverses révélées sur la mini-carte par vos alliés, votre plan, même le plus brillant, soit rendu obsolète. Si vous êtes une artillerie, de par votre rôle de soutien et la nécessité pour vous de bénéficier de bons angles de tir du fait de votre tir en cloche, les points dont vous devez tenir compte sont plus limités que pour les autres classes. Il vous faut assumer une position qui vous permettra d'engager les adversaires sur les principaux points chauds de la carte, là où ont toujours lieu les plus gros accrochages, et cela sans que le relief ne vous pénalise trop et ne vienne limiter votre force de frappe. Il faut aussi que votre position possède suffisamment de place afin que vous puissiez vous déplacer un peu entre chaque tir, pour éviter de subir de la contre-batterie des artilleries adverses. L'idéal restant évidemment la position vous permettant de vous mettre à couvert derrière un rocher ou une colline si vous craignez de subir une riposte. Enfin, vous devez vous ménager une voie de repli si jamais les chars légers ou de reconnaissance de l'équipe adverse venaient à trop s'approcher de votre position. Cela sera généralement très dépendant du déploiement de votre propre équipe. Si vos alliés ont formé une ligne de front continue, il sera plus difficile de vous faire surprendre par un scout facétieux. Par opposition, si votre ligne de front tient plus du gruyère que de la ligne Maginot, il vaut mieux assumer le pire et commencer à vous rapprocher des véhicules alliés, de manière à ce que si un ennemi apparaissait, vous puissiez bénéficier d'un soutien immédiat. Jouer une artillerie, c'est d'abord faire confiance à vos alliés pour ne pas vous laisser tomber et mourir seul dans votre coin. Je ne saurais donc que vous conseiller d'inviter des camarades en peloton avec vous, et possédant des chars d'autres classes et qui seront là ainsi à même de vous venir en aide si d'aventure votre équipe faisait la sourde oreille face à vos appels au secours. Pour les chars légers, il faut envisager deux approches. Soit vous avez décidé de jouer un scout passif et avez monté les équipements adéquats afin de maximiser votre distance de vue et votre camouflage, soit vous avez endossé le costume plutonique du scout actif. Le scout passif voudra rejoindre le plus rapidement possible une position d'où il aura une vision sur une large partie du champ de bataille, pour éclairer ses coéquipiers sur les dispositifs adverses, ou aller se positionner à bonne distance d'un point de passage obligé pour vos ennemis, afin que vos alliés sur un flanc aient une idée très précise de ce qui se dirige vers eux, et puissent affiner leur stratégie en fonction. Prévoir une voie de retrait par où vous enfuir rapidement, ou un couvert solide où vous réfugier dès les premiers tirs reçus quand vous serez repéré, sont des excellents réflexes à prendre. Pour résumer de manière très simple, vous devrez, en tant que scout passif, trouver un buisson suffisamment fourni pour vous cacher derrière, y activer vos binoculaires et votre filet de camouflage, et mettre ainsi en échec toute tentative de manœuvre ou infiltration discrète de la part de vos adversaires. Là où il y a un hic, c'est qu'il n'y a pas toujours de buisson bien placé, et qu'il vous faudra parfois vous placer à la distance parfaite, où vous pourrez voir vos adversaires, mais vous serez juste suffisamment éloigné pour qu'ils ne vous voient pas. Faites attention, vos opposants posséderont peut-être la compétence 6ème sens, qui au bout d'un délai de 3 secondes leur indiquera qu'ils sont repérés. Il est alors fort probable qu'ils tentent quelques tirs dans la direction des emplacements de scouts les plus proches, donc préparez-vous à reculer ou à vous redéployer en urgence. En tant que scout actif, il sera de votre devoir de virevolter sur le champ de bataille, vous exposant quelques instants à pleine vitesse sur une crête, avant de fondre dans un creux pour y chercher refuge la seconde suivante. Vous allez parcourir le champ de bataille de long en large afin de maintenir le contact sur les adversaires, généralement en couvrant une zone plus grande que ne le ferait un scout passif. C'est particulièrement dangereux et il est quasiment certain qu'un rocher vous grillant la priorité, ou des chenilles détruites par un bond trop hardi, verront votre véhicule annihilé par l'adversaire lors de vos premières tentatives. C'est à force de pratique que vous adopterez vos propres routes de reconnaissance, et ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne deveniez insaisissable et ne donniez à l'ennemi l'impression d'être partout à la fois, et de préférence surtout là où il ne s'y attend pas. Dans le deuxième temps de la bataille, scouts passifs et actifs voient leur rôle se rejoindre. Il vous faudra repérer les chars ennemis isolés et susceptibles d'être éliminés sans risque, tel un lion suivant un troupeau et attendant l'erreur d'un de ses membres pour fondre sur lui. Vous devrez aussi exploiter toute faille ou brèche chez les ennemis pour aller les harceler en les contournant ou en allant chasser les artilleries qui rendent la vie dure aux chars lourds de votre équipe depuis trop longtemps. Faites attention, vous restez plus fragile que les autres classes, généralement avec une puissance de feu moindre et un pool de points de vie très réduit. Choisissez bien vos cibles et la manière de les aborder, car en cas de combat frontal, vous risquez fortement d'être le perdant. Jouer des chars légers, c'est avant tout aimer la fourberie, la discrétion, embrasser les sangs de ninja et d'aventuriers qui coulent dans vos veines. Concernant les chars moyens, le facteur les décrivant le mieux est leur polyvalence. Vous n'êtes pas aussi blindé que des chars lourds, pas aussi mobile que des chars légers, et n'avez pas autant de puissance de feu que des chasseurs de chars. Néanmoins, vous êtes doté d'un package vous permettant de faire à peu près tout comme eux, et cela de manière plutôt efficace.
Vous suivez un groupe de chars lourds sur un flanc mais il n'y a pas de chars légers alliés à proximité. Il vous incombera alors, du fait de votre mobilité plus élevée et de votre profil plus petit, de tenter de repérer les ennemis et de les harceler, tandis que vos camarades chars lourds absorberont le gros des tirs. Bien se déployer en char moyen, c'est d'abord essayer de se retrouver face aux chars moyens ennemis que vous serez de taille à affronter. C'est aussi faire bon usage du terrain et l'exploiter afin qu'il vous soit favorable lors des combats. Là où un char lourd sera très limité dans un terrain pentu et ne profitera pas nécessairement des éléments de couverts végétaux, vous excellerez à pratiquer des techniques de guérilla et des redéploiements grâce notamment à votre bon camouflage. Si vous vous rendez sur la carte là où vous croisez de front les chars lourds adverses, ou sur un flanc où sont embusqués tous les chasseurs de chars ennemis, c'est que vous n'avez pas choisi la bonne approche, ou celle la plus adaptée aux caractéristiques de votre véhicule. Vous devez attaquer vos adversaires de flanc, compensant ainsi une pénétration plus faible par l'attaque de leur partie char nue. Vous devez contourner, vous rapprocher de vos adversaires et leur tourner autour en tirant dessus, tandis qu'ils n'arriveront pas à suivre vos circonvolutions du fait de la vitesse de rotation de leur tourelle trop lente. Une bonne position où se placer peut être celle où vous pourrez soutenir de votre puissance de feu plusieurs flancs, ou pousser alliés, tout en ayant dans votre ligne de mire les parties les plus fragiles des chars ennemis. Il vous faudra être prêt à attaquer par derrière vos adversaires les plus proches si vous remarquez que leur attention est complètement focalisée sur vos alliés. Dès les premiers tirs reçus par derrière, il y a de fortes chances que vos adversaires se retournent vers vous, commettant ainsi l'erreur d'offrir des cibles faciles à vos alliés qui leur faisaient face. Sous-estimer un char moyen, c'est pour un char lourd ou un chasseur de chars la recette de l'échec. Vous n'avez peut-être pas une puissance de feu exceptionnelle, mais votre cadence de tir est généralement telle que vous infligerez de grandes quantités de dégâts très rapidement. Si en plus vous prenez le temps de viser la plage moteur de vos ennemis, vous assisterez en bonus à quelques barbecues d'ennemis improvisés. Ne négligez pas non plus votre bonne mobilité. Là où un char plus pâteau ne peut pas se permettre de faire demi-tour ou de fuir, vous pouvez le faire et cela très rapidement en encaissant un minimum de dégâts. Il est bien plus efficace de ne pas mourir en héros tout de suite, mais de se redéployer de position favorable en position favorable, afin de grignoter petit à petit les points de vie de vos adversaires, en les amenant à vous combattre sur des terrains où du fait des caractéristiques équilibrées de votre véhicule, vous aurez l'avantage et serez à même de leur tenir la dragée haute. Dernier point, si d'aventure des ennemis venaient à s'approcher de votre drapeau, c'est généralement à vous qu'il incombera de faire demi-tour et de revenir en base pour la défendre, vos camarades étant souvent trop loin ou trop peu mobiles pour le faire à temps. Pour les chars lourds, le combat se fera à courte distance, là où vous pourrez user au mieux de votre blindage et mettre à profit votre bonne puissance de feu, sans pâtir d'une précision parfois aléatoire. Un corridor où vos adversaires doivent passer, une rue où l'on ne peut pas vous contourner, voici les emplacements rêvés pour exploiter au mieux les avantages de votre char. Vous êtes peu véloce, mais avez un bon blindage et ne devez pas avoir peur de l'utiliser, que ce soit pour faire ricocher des obus ennemis, ou pour vous interposer entre vos adversaires et un de vos alliés, au bord du décès afin de le protéger. Ce faisant, vous le maintiendrez en vie et lui permettrez de continuer à faire usage de son canon, permettant à votre équipe de ne pas voir sa puissance de feu globale diminuer. Vous êtes aussi le moteur des poussées. Quand la situation semble bloquée et qu'il faut quelqu'un pour ouvrir la voie et bousculer vos ennemis, c'est généralement à vos bons soins que l'on confiera ce rôle. Prenez garde en vous déplaçant à découvert pour de longues périodes, veuillez à garder un couvert ou un point de repli pas trop lointain, ou exposez-vous le moins de temps possible, car il est fort probable qu'une fois repérés, les artilleries ennemies ne vous noient sous leurs cadeaux explosifs venus du ciel. Autre point important, si vous avez un grand nombre de points de vie, c'est pour ne pas hésiter à en sacrifier une partie pour éliminer un char adverse, ou prendre le contrôle d'une position intéressante. Ne soyez pas excessivement peureux et effrayés à l'idée de recevoir des coups, c'est l'objectif même de cette classe de chars. Si vous êtes en fond de carte loin derrière vos alliés, il y a là aussi de fortes chances que vous péchiez par excès de prudence. Si vous aimez les combats virils en corps à corps, pouvoir apercevoir la peur dans les yeux de vos ennemis et distribuer les cachous sans restriction dans une ambiance de tôle froissée, cette classe est parfaite pour vous. Petit dernier à faire l'objet de notre attention, voici venir les chasseurs de chars. C'est une classe assez particulière, les chars en faisant partie présentant la plus grosse puissance de feu du jeu, ce qui a généralement pour effet de mettre en exergue les défauts contrebalançant leur puissance. Certains de ces chasseurs de chars seront peu blindés et extrêmement fragiles, comme le Waffenträger E100 allemand de rang 10, d'autres seront horriblement lents, comme le T-95 américain de rang 9. C'est aussi chez eux que l'on rencontre nombre de chars à casemate, dépourvus de tourelles et devant faire tourner l'ensemble du char lorsqu'ils changent de cible et qu'elles se trouvent hors de leur arc de tir. Au niveau du déploiement sur les cartes, cela dépendra de votre véhicule. Certains, comme le T-110E3 américain, seront très à l'aise pour pousser frontalement sur l'ennemi à moyenne ou courte portée, tandis que d'autres se joueront en fond de carte, en capitalisant sur leur discrétion et leur allonge pour distribuer les obus sans se faire repérer. Par exemple, comme le Waffenträger Panzer IV allemand de rang 9. Vous privilégierez les positions en surplomb, vous offrant un large champ de tir et une couverture la plus étendue possible du champ de bataille, vous positionnant en sniper prêt à détruire les chars repérés par les scouts de votre équipe,
ou alors en deuxième ligne juste derrière les chars lourds, afin de pouvoir les soutenir le plus efficacement possible. C'est une classe plus dépendante des autres, dans le sens où le déploiement de votre équipe dictera très fréquemment le vôtre. Si vos alliés ignorent un flanc, il vous incombera bien souvent de vous y déployer en retrait, afin de retarder les ennemis qui tenteraient de s'y aventurer. Si vos alliés délaissent la protection du drapeau, ce sera là aussi à vous de trouver une position pas trop lointaine, d'où vous pourrez déchaîner les enfers, tout en gardant un œil sur la carte pour réagir au quart de tour en cas d'approche ennemie. Si vous aimez tendre des embuscades et posséder des canons dévastateurs, c'est la classe rêvée pour vous. Dans tous les cas, et quelle que soit la classe du véhicule que vous jouez, observez le plus souvent possible votre minimap pour être informé des mouvements de vos alliés et ennemis. Si vous combattez lors d'une partie aux côtés de vos alliés qui emploient une tactique très efficace donnant de bons résultats, il n'y a pas de honte à s'en inspirer pour tenter d'imiter ses succès. De la même manière, si un adversaire vous élimine en réalisant une action particulièrement calibrée et calculée, il y a là aussi, sans doute, une bonne leçon à tirer de mon réflexe à adopter. Prêtez aussi attention à ce que font mal vos alliés. Si à chaque bataille sur la même carte vous voyez un tiers de votre équipe disparaître en tentant de passer par un endroit précis, peut-être que ce n'est pas une si bonne idée que ça, et qu'il vous faudra éviter de faire comme eux sous peine de subir le même destin. Observez encore et encore, ennemis comme amis, peu importe la classe ou le niveau de jeu. En restant attentif et en gardant les yeux ouverts à l'affût de toute information à assimiler, vous prendrez très vite de bons réflexes et finirez intuitivement par savoir en quelques secondes, en début de match, où vous rendre avec votre char, peu importe la carte sous laquelle vous vous trouverez. World of Tanks possédant un système de replay permettant de revivre des batailles dans la peau d'un autre joueur, n'hésitez pas à fureter et essayez de trouver des replays se déroulant en commande d'un char avec lequel vous avez des difficultés, ou sur une carte que vous maîtrisez mal, et vous en prendrez là aussi les bonnes ficelles du gameplay. Ce serait dommage de se passer d'une telle opportunité. Nous enchaînons maintenant avec une partie se déroulant sur la carte Himmelsdorf en hiver afin de mettre en application les points évoqués précédemment. Alors sur chaque carte, il y a des emplacements bien spécifiques où les différentes classes de véhicules vont se déployer. Sur Himmelsdorf en hiver, on pourrait les résumer ainsi. Le long de la colonne 1, ce sera généralement l'emplacement que choisiront les chars légers pour s'infiltrer, puisqu'en allant en A1 par exemple depuis ce point de spawn, vous pouvez ensuite descendre toute la colonne 1 et arriver sur les artilleries ennemies qui se situent généralement en K2, K3. Pour les chars lourds, ce sera soit aller dans la banane. Alors la banane, c'est ce qui se situe aux alentours de E7, F7, c'est cette espèce de passage très étroit, où généralement se concentrent les plus gros chars de chaque équipe et où les affrontements sont les plus violents. Une autre alternative pour les chars lourds sur la carte pouvant aussi d'être le long de la colonne 3 et de descendre. Faire attention parce que la colonne 3, si vous placez un chasseur de chars en bout, vous pouvez la défendre de manière très efficace et empêcher tout ennemi de progresser. Et les chars moyens, quant à eux, généralement privilégieront sur la carte Himmelsdorf la montée à la colline. Faire attention aussi, si jamais vous avez un gros déficit en chars moyens ou que l'adversaire en a une grande quantité, si vous montez à la colline, vous risquez de vous faire ratiboiser très rapidement. C'est là qu'il peut être peut-être plus avisé, si vous êtes en gros déficit de chars moyens, peut-être de soutenir les chars lourds ou de tenter une attaque par un autre point, plutôt que de vous retrouver sur la colline en sous-nombre. On peut voir qu'au bout de la balade se sont déployés, comme attendu, les chars lourds, ainsi qu'un chasseur de chars Rheinmetall Borzig, dont je me demande ce qu'il fait là, puisque c'est une position qui est plutôt adaptée aux chars, ayant un bon blindage et le Rheinmetall Borzig en étant totalement dépourvu. On peut noter la MX-1390 en C3 qui s'est déployée afin d'assurer une visibilité à son équipe le long de la colonne 3 pour voir si par exemple des chars légers adverses tentent une infiltration ou si des chars lourds essayent de passer. Pour l'instant elle n'a rien repéré à part un char léger en face, donc c'est plutôt calme. Sur la colline par contre ça n'a pas l'air de très bien se passer étant donné qu'il y a un grand nombre de chars ennemis contre un tout petit nombre de chars alliés. Alors l'IS-3 que nous suivons a préféré ne pas passer par la banane mais au contraire essayer de contourner par les flancs vu qu'au bout de la banane il y avait un très grand nombre d'ennemis qui les attendaient. Le problème c'est qu'il s'est mis dans une position très difficile et qu'il a déjà perdu une bonne partie de ses poules de points de vie. Alors il va falloir qu'il se trouve rapidement en emplacement un peu à couvert, faire attention puisque de chaque côté, c'est-à-dire le long de la ligne D et de la ligne EFG, il y a des grands bâtiments avec de nombreux trous. Voilà, il faudrait qu'il se colle idéalement devant lui contre le tas de débris afin de cacher son bas de caisse. C'est bien gentil de la part des deux adversaires de traverser sans lui prêter la moindre attention. Attention au type 64, voilà. Le type 64 a heureusement une pénétration assez limitée. Toujours en regardant sur la mini-carte, vous voyez que ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire que comme ils avaient un déficit de chars moyens, ils n'allaient pas contester la colline. Et ben l'équipe verte s'est fait promptement plier au niveau de la colline, et les ennemis sont en train d'approcher du cap. Il y a un chasseur de chars objet 704 vert qui a entrepris de défendre, ainsi qu'un IS. Le problème c'est que l'IS risque d'être un petit peu petit poussé au vu des tiers qui se situent dans la partie, enfin au vu du rang des différents chars impliqués.
Et on notera un Tigre 1 qui, le long de la ligne 1-2, ne rencontrant aucune opposition, a poussé, et il a eu raison, ce Tigre de l'équipe adverse, puisque maintenant il est quasiment sur l'artillerie M53, M55 de l'équipe verte, et va pouvoir, je pense, n'en faire qu'une bouchée, sauf si l'artillerie est très réactive en mode tir direct. Donc toujours bien analysé en permanence. Là, l'IS-3 est en train de jouer, mais je pense qu'il jette aussi de fréquents coups d'œil sur sa mini-carte. La mini-carte vous donne en temps réel vraiment toutes les informations dont vous avez besoin, surtout si vous avez activé les fonctionnalités avancées de la mini-carte, qui vous donnent le nom des différents types de véhicules. C'est vraiment très intéressant. Ça vous permet d'adapter votre stratégie à la volée et d'être vraiment très réactif. N'oubliez pas non plus quand vous regardez votre mini-carte, essayez de voir quels sont les véhicules qui n'ont pas été repérés. Vous faites rapidement un petit calcul de tête, par exemple, s'il reste 9 chars dans l'équipe adverse et que vous n'en voyez que 8, essayez de deviner lequel n'a pas été vu et essayez de, on va dire, d'appréhender un peu l'emplacement le plus probable où il pourrait se trouver. Ça vous évitera des mauvaises surprises ou au contraire ça pourra vous offrir un plan d'action. Si par exemple vous vous rendez compte que le chemin est ouvert en direction de la base ennemie et que le seul véhicule qui n'a pas été repéré, c'est une artillerie qui se trouve sans doute devant vous, à ce moment-là c'est une incitation... j'ai envie de dire très gentil à aller lui faire sa fête. Bon, contre toute attente, le Tigre n'a pas réussi à se débarrasser de l'artillerie M53-55 en B2 et il est promptement en train de se faire encercler par un objet 416. Bon, tant pis pour lui, il n'a pas su profiter de l'opportunité qui lui était offerte. Allez, élimination du RHM. Ah, ça sent vraiment le pâté là pour l'équipe verte, ils sont vraiment... mal déployé, j'irai pas jusqu'à dire encerclé parce qu'il leur reste quand même un peu une petite marge de manœuvre, mais en tout cas au niveau de la banane c'est complètement perdu, et là ils ont un ennemi devant, un ennemi derrière, donc il va falloir soit qu'ils se concentrent sur le même, voilà, qu'ils l'éliminent et qu'ils se retournent très vite, parce que le 75 est en train d'arriver derrière eux et c'est l'un des meilleurs chars en tier 9, l'un des meilleurs chars lourds qui a vraiment une très grosse puissance de feu. C'est son collègue qui a encaissé le tir, allez. STI qui n'a pas la dernière tourelle, ça aussi prêtez bien attention quand vous êtes en partie à l'équipement qui est monté sur les chars. Le STI normalement lorsqu'il est totalement débloqué au niveau de ses composants a une énorme tourelle, là il y en a une toute petite qui est beaucoup plus fragile, donc ça aussi c'est quelque chose qu'il vaut mieux essayer de remarquer très rapidement dans la partie pour justement prendre un avantage notamment dans la connaissance de votre ennemi et savoir où lui tirer dessus pour être le plus efficace. Alors là on a eu un très bon mouvement de la part de l'IS-3 qui a détruit les chenilles du char ennemi en lui faisant les dégâts, qui a recommencé 2 secondes après, donc là il est protégé des tirs de UE-75 tout en le bloquant sur place et va pouvoir le sortir sans avoir pris absolument aucun risque, donc il a réussi à conserver ses 500 points de vie sans prendre de praline. Le problème étant que maintenant les ennemis sont en train de capturer. Alors on rappellera, s'il y a capture de base en cours, s'il y a un ennemi dans la base, il faudra 1 minute 30 pour capturer, s'il y en a 2, seulement 45 secondes, et s'il y en a 3, seulement 30 secondes. Là, si je me base sur la vitesse de capture, ils sont sans doute 1 ou 2, pas plus, donc il va avoir le temps de se rendre sur place. Faudra pas non plus trop traîner en cours de route. Bon, il a la chance de tomber sur un T-54 déjà entamé. Ouh là là, ça peut être mauvais s'il prend un tir de flanc. Non, l'adversaire n'a pas été assez réactif. Si on se base sur les informations que donne la mini-carte, la dernière fois qu'on a vu le M41 Bulldog c'était sur le cap, le T-50-80 il est en phase 2, donc les deux éléments inconnus pour l'instant au niveau des effectifs des deux équipes ce sont les artilleries, donc il faut qu'ils fassent attention, qu'ils restent bien en mouvement pour ne pas justement leur faciliter la tâche. Et il faut pas non plus qu'il oublie le cap. Ah bah il a de la chance, le Bulldog qui était en train de capturer la base a décidé de sortir, il s'est sans doute dit qu'il y avait une cible facile à finir, je serais pas surpris de le voir arriver le long de la colonne 8, voilà. Je pense que ça va coûter la partie à l'équipe adverse, puisque le Bulldog est sorti et a ainsi diminué sérieusement le nombre de points de capture de la base ennemie, enfin de la base alliée, pardon. Il pensait sans doute qu'il avait une victime facile en la personne de l'IS-3, et au final ça n'a pas du tout été le cas. Je pense qu'il a péché par trop d'optimisme et peut-être trop de va-t-en-guerre. Voilà, l'IS-3 qui garde sa toile vers l'arrière pour l'instant parce qu'il avait peur qu'il y ait le Bulldog. Oh là 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 là. Si l'artillerie arrive à caler son tir, non ça va, l'artillerie s'est complètement ratée. Voilà. Elle était venue donner un coup de main à son camarade pour la capture de la base. On l'a
Il regarde derrière lui au cas où le bulldog arriverait. On rappelle que vous détectez automatiquement les véhicules quand ils s'approchent à moins de 50 mètres de vous. Peu importe que vous n'ayez pas de ligne de vue sur eux, qu'ils soient à l'angle d'un bâtiment ou autre. Ça vous permet de ne pas avoir de mauvaises surprises quand vous apprêtez à franchir un angle. Ah, ça c'est mauvais pour vous, monsieur Bulldog. Très mauvais. Voilà, parfait. Il reste plus que l'artillerie. La Lorraine 155-151. Et normalement, ça devrait être bon. La partie devrait être emballée. Sauf si son camarade se fait éliminer et si lui aussi commet la même erreur. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Si son collègue en STI est suffisamment prudent, ça devrait le faire. Donc voilà, vraiment, quand vous débutez, portez attention en permanence à votre minimap, au déploiement de votre équipe, au déploiement de l'équipe adverse, à la composition des deux équipes pour voir s'il y a une force ou en tout cas un défaut dans une certaine catégorie de chars. Vraiment, analysez, il n'y a pas de honte à lire les deux équipes en permanence, au contraire, c'est ça qui vous apportera le léger avantage qui fera la différence entre une victoire et une défaite. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à très bientôt.